Bonjour à tous, nous sommes actuellement en direct du salon Materials and Light où la cérémonie des trophées Séquence Bois 2020 aura lieu d'ici quelques heures. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir les lauréats des trophées Séquence Bois que nous sommes ravis de pouvoir inviter sur ce plateau pour quelques questions avant cet événement qui promet d'être passionnant. J'ai le grand plaisir pour le moment d'être en compagnie de deux des trois associés de l'atelier PNG, basé à Paris et en Isère. Voici donc Antoine Petit et Grishka Martinetti. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Le jury et moi-même aurons le grand plaisir tout à l'heure de vous remettre le trophée Séquence Bois de la catégorie circuit court pour un projet situé à Villard-de-Lans, qui est un quai de transfert. Pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre agence en quelques mots? Depuis quand existe-t-elle? Quelle est sa démarche? Donc notre agence a été créée en 2007, assez vite après les études, puisqu'au final on avait chacun une expérience d'à peu près un an dans une agence, et puis on avait ce projet qui avait déjà mûri quand on était à l'école ensemble. Voilà, on s'est rencontrés à l'école, tout bêtement. Et puis on a créé notre agence en 2007, et on l'a construite toujours à trois. Tous les projets, on les a toujours menés à trois. On a eu une tendance à dès le début tout faire nous-mêmes. Voilà, à apprendre, parce que finalement on avait très peu d'expérience, personne ne nous avait formés. Donc voilà. Tout faire vous-même, ça va de quel genre de... Tout faire nous-mêmes parce que déjà quand on est une jeune agence, c'est économique de ne pas forcément passer par des prestataires extérieurs, et aussi parce qu'on a chacun des appétences différentes. Nicolas, qui n'est pas sur le plateau, il vient du monde du génie civil, donc il aime bien plutôt gérer, donc tout ce qui est coordination et toutes les missions complémentaires, on les prend en charge. Grishka, il est photographe aussi, et maintenant il est architecte du patrimoine également. Et moi j'ai fait des formations d'artisanat d'art, donc plutôt les maquettes ou les choses comme ça. D'accord. On était autonome pour la production dans la conception. D'accord, et même du coup sur le côté ingénierie dans la structure avec... Sur la gestion des projets, oui. Par contre, on continue de se faire épauler pour toutes les questions techniques particulières, structure, fluide, etc. D'accord. Je reviens sur le quai de transfert que vous avez conçu pour l'écosite du FENA, Villard-de-Lans, dans le Vercors. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le programme? Qu'est-ce qu'un écosite? Qu'est-ce qu'un quai de transfert? Oui, rapidement, l'écosite, donc le client, c'est la communauté de communes du massif du Vercors, qui s'est structurée avec toutes les communes du plateau. Et donc ils ont construit il y a une vingtaine d'années un écosite pour gérer un peu toutes les structures techniques. Il y a une usine de traitement d'eau, une usine de traitement des déchets, etc. Enfin tout ce qu'il faut pour gérer les déchets des habitants, mais aussi du plateau qui double en effectif pendant les périodes de tourisme. Ah oui. Et en fait, ils avaient besoin de s'équiper d'un quai de transfert qui leur sert en réalité à récupérer. En ville, on a les camions poubelles qui passent dans chaque rue, qui compactent et puis qui ramènent à la déchetterie. Et sur le plateau, ils ont la contrainte de récupérer tous ces camions et de les mettre dans un gros poids lourd pour pouvoir le descendre du plateau, mais ne faire qu'un gros camion. Donc tout l'équipement, en fait, c'est vraiment juste un outil pour faire du stock temporaire, remplir les camions et puis avoir des bureaux, des éléments pour la vie des ouvriers et des gens qui travaillent dans ce site. D'accord. Il y a une composante recyclage donc, qui est importante. Oui. Ils font sur place du recyclage déchets verts, de la ressourcerie, tout un tas de choses qui sont développées aujourd'hui sur ce type d'équipement. D'accord. Donc la particularité de ce projet, c'est qu'il est construit uniquement en bois ultra local, vraiment en provenance des massifs environnants. Quelle influence cette contrainte a-t-elle eu sur l'architecture de ce projet-là? C'est pas une contrainte en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on commence un projet, on se pose la question, il y a des choses qui sont purement du ressenti du lieu et ainsi de suite, mais très vite vient la question des savoir-faire et des matières qu'on va mettre en œuvre pour le projet. Voilà. C'est sûr que quand on se retrouve dans un site comme celui-ci, le plateau du Vercors, c'est un autre monde en fait, quand on y accède, c'est un autre univers, il y a tous ces arbres autour, c'est vrai que ça paraît un peu aberrant d'aller chercher des matériaux qui viendraient d'ailleurs, mais y compris du bois en fait. Et il y a un balai incessant qui est très intéressant à observer, ce sont les camions grumiers qui descendent, en fait les grumes qui sont coupées dans ces massifs forestiers, qui passent au millimètre près dans les lacets. Et assez vite, on s'est fait la réflexion que c'était un peu dommage de faire descendre ce bois pour qu'il remonte une fois qu'il a été coupé. Voilà. Donc on s'est imposé cette contrainte de se dire ce sera exclusivement le bois du plateau. C'était la demande de la maîtrise d'ouvrage d'utiliser, c'est un gros propriétaire forestier, donc il voulait utiliser son bois.
Et nous, c'est ce que disait Grishka, on trouvait dommage de finalement, en ayant une ressource demandée à proximité, parce que c'est au milieu des forêts de hêtraies sapinières, de se dire que le bois va descendre du plateau, partir dans des grosses scieries et avec des difficultés de traçabilité et remonter transformée. On a fait ce que dit Grishka, c'est-à-dire qu'on a fait un peu comme dans notre travail, on utilise les matières un petit peu comme un cuisinier finalement. C'est-à-dire qu'on arrive sur un terroir et puis on voit ce qu'il y a comme ressources locales, on voit ce qu'il y a comme savoir-faire. Là, on savait qu'il restait que 2 scieries, donc on est allé rencontrer les 2 scieries. Et on a calé par exemple tous les ouvrages de structure avec le charpentier, avec l'ingénieur structure en études, sur la taille du banc de scierie qui existait sur plateau. Histoire d'être sûr qu'on ne commande pas des choses qu'on ne pouvait pas fabriquer, quoi. D'accord. Après, ce qui me semble, les essences qui étaient sur le plateau ne sont pas des essences naturellement durables par rapport aux intempéries. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la conception pour intégrer cette donnée-là? Sur cette demande particulièrement, alors comme la demande était d'utiliser du bois, on a proposé à la maîtrise d'ouvrage d'essayer d'en mettre dans quasiment toutes les applications où on pouvait faire du bois. Donc il y en a en structure évidemment, mais il y en a aussi en parement extérieur, en parement intérieur, en cloisonnement, en menuiserie intérieure, en menuiserie extérieure, en parement intérieur, enfin tout ce qui peut se fabriquer en bois. Et la deuxième chose qu'on leur a proposé, c'est de travailler le bois dans tous ses états, c'est-à-dire quand on est à l'extérieur, on a du bois le plus brut possible pour que naturellement il soit le mieux protégé, pas trop coupé, pas trop ouvert. Et plus on se rapproche des endroits où les personnes travaillent, et plus on a du bois transformé, poli, huilé, etc. Côté extérieur, pour le garder bien brut, on l'a mis en œuvre brut de sciage, non déligné. D'accord. Donc avec très peu de transformation. Et aussi on l'a mis en œuvre avec une suggestion qui est apparue très tôt dans les études faites par le bureau de contrôle, qui était une remarque par rapport au DTU du bois qui nous permet, quand le bois est protégé de l'eau, donc quand il est un petit peu penché ou quand il est à couvert, on peut descendre d'une classe d'exploitation de bois. Ce qui nous a permis du coup de mettre en parement sans traitement du bois en classe 2. Après, on bénéficie aussi d'un régime particulier, puisqu'en montagne, on a de la mise en œuvre de bois qui est plus facile par rapport à la ville, parce qu'il y a un fort gradient de température et des séchages un peu plus forts aussi. D'accord. Alors là, la volonté d'utiliser du bois local, elle ne venait pas uniquement de vous, mais également de la commande, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Est-ce que dans d'autres projets, vous arrivez vous-même à impulser en tant qu'architecte cette dynamique-là, sans que ce soit spécialement une demande? Et comment? Oui, si on sait le faire, on l'a fait très récemment pour un projet où c'est pas du bois, c'est de la pierre. D'accord. C'est pour la réhabilitation d'un fort qui est entre le Jura et les Alpes, le fort l'Écluse. Et en fait, dans ce projet-là, il y avait des demandes qui étaient de fabriquer un accueil, fabriquer une petite salle de musée. Il y a une demande qu'on a rajoutée dans le programme au final, qui était la mise en accessibilité de la majorité des espaces de ce fort, alors qu'au début il était demandé une petite mise en accessibilité, mais on s'est dit profitons-en pour mettre une grande accessibilité. Et assez vite est venue l'idée d'utiliser la forme du gabion. Le gabion dans sa technique du 19e siècle, qui sont des cages métalliques dans lesquelles on met des cailloux. Et là, spécifiquement, quand le projet a commencé à se monter, ainsi de suite, on s'est dit, mais c'est pareil, ces cailloux-là, ce serait complètement aberrant d'aller les faire venir de l'autre bout de la planète, alors que le fort lui-même est construit avec la roche qui est là. Donc autant essayer de valoriser les pierres qui sont sur place. Et donc ça a été un travail très minutieux de la part de l'entreprise qui s'est quand même amusée à récupérer les rares pierres qu'on a récupérées de démolition, parce qu'on intervient sur le fort, donc on a fait quelques petites découpes, on a récupéré ça, on l'a criblé, on a rempli tous les gabions avec ça. Là, il n'y a précisément aucune demande de la maîtrise d'ouvrage. Là, c'est nous dans le développement intellectuel et philosophique du projet qui est toujours un processus à la fois d'intuition au début et ensuite de construction. Voilà. On le nourrit en fait pendant tout le temps, on dessine le projet et ainsi de suite. Voilà. Et à quelle phase vous arrivez à engager cette dynamique avec la maîtrise d'ouvrage? À quel moment est-ce que ça se passe au moment du dossier de consultation, une exigence dans le CCTP, ou est-ce que ça se voit en amont? Alors pour le quai de transfert par exemple, la demande, c'était une procédure négociée, donc il y avait un oral avec les élus pour candidater. Et la demande du bois, on leur a proposé effectivement dès l'appel d'offres d'essayer de mettre du bois partout où on pouvait, et d'essayer de ne pas faire descendre le bois. Donc c'était déjà la proposition de départ. Après, c'est quand même en grande partie grâce à eux qu'on a réussi à la tenir. Et puis au fait
le tissu d'entreprise locale était capable de fabriquer et d'ébiter tous ces bois sur place, quoi. Vous avez dû le prouver, il y a eu un effort d'argumentation ou c'était assez... Non, là c'était vraiment dans la qualité pour un élu de privilégier le local, c'est vraiment de faire du circuit court, y compris d'un point de vue économique, et donc en fait de valoriser une ressource dont ils sont propriétaires dans un bâtiment qu'ils vont exploiter. Il n'y a vraiment eu aucun problème à les convaincre de le faire. Et dans l'exemple du fort, est-ce que économiquement la maîtrise d'ouvrage s'y retrouve avec ce genre de parti pris ou est-ce que je ne sais pas si c'est économique, mais c'est surtout affectif. Comme c'est un bâtiment qui est le fort, c'est un bâtiment en pierre qui a vécu des tas de démolitions, reconstructions, qui est très cher au cœur des habitants et de la communauté de communes. Le fait de leur proposer de fabriquer à partir du fort, à partir des pierres du fort, de reconstruire une couche, ça les a, je pense, touchés plus d'un point de vue affectif que d'un point de vue c'est passé économique. Au premier plan. Okay. Voilà. Très bien. Moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et je vous dis à tout à l'heure pour la remise des prix. Merci. Tout à l'heure, merci. Pour découvrir tout le palmarès, restez avec nous. À tout de suite.